Connaissez-vous la vraie obscurité? Pas ce noir mort et vide de l'espace, un simple néant. Non, je parle d'une obscurité vivante, une obscurité qui respire. Je parle des profondeurs de Noctis, notre foyer. Je me souviens de ma première chasse. Mon père me remit une lance au bout d'un os et je ressentis le froid de l'eau salée brûlant mes chevilles. Nous chassions les Blade Tooths, des créatures rapides comme la foudre. Leur chair est coriace, mais elle vous enseigne la leçon la plus importante. À tout instant, vous pouvez devenir la proie. Cette chasse servait à survivre. Elle remplit l'estomac et grava la peur en nous. Mais la survie n'est que le commencement. Elle est le socle sur lequel se forge le vrai chasseur. Quand la peur disparaît et que l'exaltation la remplace, vous cessez d'être un enfant. Un garçon avec une lance chasse ce qu'il peut tuer. Un homme avec un harpon cherche ce qui peut le tuer. Dans notre culture, il n'y a pas plus grande honte que de revenir avec un butin modeste de petits poissons. Cela signifie que vous avez cédé à la peur. Vous avez choisi la sécurité plutôt que la gloire. J'étais présent lors de la mort de Banzir, un monde glace de mort. C'était l'un des fronts embrasés par les guerres dans Artarius, là où la menace Xénos menaçait de rompre le cordon établi. Nous reçûmes nos ordres. La 5e compagnie, sous le commandement du capitaine Kenny Lukaya, fut chargée, avec d'autres, d'une purge planétaire contre des tyrannides. L'objectif était clair. Beaucoup de choses avaient mal tourné avant notre arrivée. La Lance-Loup, un détachement ami, avait déclenché une avalanche qui poussa les créatures vers la miroir-mer, leur donnant accès aux installations de forage sous-marin. Les habitants locaux avaient dressé un piège sur la glace, envoyant d'innombrables tyrannides dans les eaux glacées. Pourtant, beaucoup s'en échappèrent et commencèrent à dévorer les vivants. Après la fin de l'hérésie d'Horus, alors que l'Imperium fracturé s'efforçait d'éradiquer les légions traîtresses, le Lord Commander Gillian confia à l'Archmagos Belisarius Cole la tâche de parfaire l'œuvre des sires de l'humanité et de créer une nouvelle génération d'Adeptus Astarte. Le primarque accorda aux tech-prêtres l'accès aux fragments préservés des anciens journaux de laboratoire de l'empereur et au sang Prima, une archive de données héréditaires et source des gènes SID. Avec ces ressources, Cole se mit à l'ouvrage dans les forges sacrées sous la surface de Mars, qu'il quitta seulement au début alarmant de la 13e croisade noire d'Abaddon. La fondation qui eut lieu en l'an 999 du 41e millénaire fut appelée la Fondation Ultima. De cette époque émergèrent plusieurs chapitres, dont les Dark Krakens, héritiers spirituels des Salamanders, mais façonnés comme force primaris. Leur monde natal est la planète océanique Nactis, éternellement noyée dans la nuit. Un unique grand continent y abrite leur monastère-forteresse. Les mers de Nactis regorgent de mégapores bioluminescents et de prédateurs d'eau peu profonde, chassés par la population autochtone, à la fois pour se nourrir et pour le sport. Au combat, les Kraken reproduisent la sombre culture de Nactis et traquent les ennemis les plus grands ou les plus nombreux. Les primaris portent une armure noire aux épaulettes et gantelets violets. Leur plastron souvent arbore une aquila d'un gris terne, et leur blason est un kraken blanc sur champ violet peint sur le puldron gauche. Le puldron droit indique la spécialisation tactique, ligne de bataille, soutien rapproché, appui-feu, vétéran ou commandement. Les Dark Krakens couvrent leurs armures d'un grand nombre de symboles rituels. Leur signification varie selon la couleur et la place. Beaucoup sont uniques à un frère de bataille. Ils peuvent se référer à des engagements passés, à la mise à mort d'un animal particulier, à de grandes victoires, à des décorations pour bravoure, à des serments personnels, à des campagnes, à des préférences esthétiques, à un rang ou à la région de Nactis d'origine. Quelques exemples. Le Death Clamp,
indique qu'un guerrier prit part à une victoire écrasante ou jura d'obtenir la victoire. Les Fish Jaws symbolisent une persévérance extrême en combat et l'action inlassable jusqu'à la défaite de l'ennemi. Favoris des kraken nés dans les latitudes nordiques où survivre un jour de plus est déjà une victoire. Le hammerhead est souvent arboré par les sergents, marquant leur double nature, commandants de bataille et guerriers de première ligne. Le plus populaire est le hydra serpent, porté par les guerriers de la 10e compagnie. Le serpent aquatique incarne la maîtrise du calme en combat et une férocité extrême lors de l'impact. Les Kraken's Grasp, rares, signalent la capacité d'atteindre un ennemi à longue portée tout en affichant une persistance implacable, marque des chasseurs d'élite. Actuellement, les Dark Krakens et d'autres forces impériales affrontent un détachement de la flotte ruche Léviathan dans le sous-secteur Pancalis du secteur d'Octarius. La campagne désignée Cordon Impenetra fut déclenchée lorsque la lutte brutale entre tyrannides et orcs dans le secteur d'Octarius déborda sur Pancalis lors de l'ère Indomitus. Des chapitres furent appelés en renfort, parmi eux les Dark Krakens, pour défendre le système Hall de Bonzier contre la ruche Léviathan. Le sous-secteur Pancalis borde Octarius et fit partie du cordon établi par l'inquisiteur Nashia Sahanson pour protéger l'Imperium du danger mortel posé par ces deux races Xénos. La population de la région avait préparé, par de longues années, la défense contre une invasion. Mais l'attaque survint sans avertissement. Il était impératif d'arrêter l'avance à tout prix, de peur que les envahisseurs ne percent le cordon vers l'espace impérial. Dans une manœuvre antérieure visant à attirer des restes de la flotte ruche Léviathan dans Octarius pendant la Troisième Guerre tyrannique, l'ancien inquisiteur Fidus Cryptman avait tenté de faire s'entretuer les deux populations Xénos. Son plan eut des conséquences inattendues. Les tyrannides, en consommant de grandes quantités de biomasse orque, s'adaptèrent génétiquement à de nouvelles formes de menaces. L'inquisiteur Nashir conçut alors le cordon Impenetra, érigeant une sphère autour des limites extérieures de la zone contestée. Il déclara nombre de mondes impériaux de la zone perdue et ordonna le renforcement des sous-secteurs frontaliers. Objectif: empêcher toute concentration de forces Xénos suffisante. Lorsque le Pancalis fut attaqué, chaque système captura son souffle et implora l'aide. Parmi les premiers à répondre figurait la Death Watch de la forteresse d'Octos et le chapitre Wolf Spear. Une forte force des Dark Krakens, sous le commandement du magistère du chapitre Mésoniki, les suivit. Le magistère envoya des guerriers sur les 3 planètes du système Banzir's Hollow, confiant au capitaine Kenny Lukaya et à la 5e compagnie la tâche d'épurer la planète au nom sinistre, la Death of Banzir. Ce monde glacé était l'astre le plus éloigné du système. Le capitaine arriva en orbite pour un conseil de guerre, présidé par le commandant d'attaque, Rakmeer Blue Wolf, du chapitre Wolf Spear, le Watchmaster ACRZ, et le seigneur général militant Arnold Ifast, commandant des forces Astra Militarum déployées. Beaucoup s'étaient produits et beaucoup avaient mal tourné avant l'arrivée des Dark Krakens. Le chapitre Wolf Spear avait affronté une vaste ruche, déclenchant une avalanche qui poussa les tyrannides vers la mer Miroir et ouvrit l'accès aux installations de forage prométhéennes. Sur les grands lacs gelés, des milliers d'habitants avaient envoyé des bandes de Xénos sur la glace, pensant les piéger. Malgré cela, nombre d'entre eux survécurent, se libérant et ravageant les populations. Plus troublant encore, sous les forces planétaires observèrent des tyrannides chassant des meutes d'Ursenwolves à travers les forêts au nord du permafrost équatorial. Les Ursen sont des prédateurs alpha, d'une intelligence et d'un instinct exceptionnels pour le terrain et la survie, et leur génome pourrait s'avérer précieux pour la ruche.
Le capitaine Lucia, conscient du danger, laissa 5 détachements à bord de barges, sous le commandement du chapelain Talon et du codesier Écho, tandis que lui-même menait le reste des forces à la surface. Il comptait combattre les tyrannides dans les bois pour les repousser et empêcher qu'ils n'absorbent les Ursènes, puis protéger les pompes à méthane de la planète. Le Librarian et le Techmarine furent ordonnés d'assurer la défense des gisements minéraux. Le primarque de la Death Watch accrépit et déclara qu'il aiderait personnellement avec plusieurs équipes de frappe. Le général militant Arnold Ifast approuva, commit des régiments de la garde impériale pour nettoyer les forêts, tandis que les forces planétaires intensifièrent la patrouille des districts industriels du permafrost. Dès l'abord, les troupes impériales furent confrontées à des problèmes sévères, falaises abruptes, congères, froid extrême. Nombre de soldats perdirent pied et furent emportés par les glaces ou écrasés par des branches lourdes de neige. Tout cela importait peu aux Dark Krakens. Sur Nactis, ils chassaient des bêtes 3 fois plus grandes qu'eux. Ils avaient affronté Xenos et créatures du Warp dans les conditions les plus rudes. Ils possédaient la persévérance, l'endurance et la résolution de leur géniteur génétique, Vulcan. Ils ne cédaient jamais. Les éclaireurs traquaient les moindres traces de tyrannides et d'Ursènes, guidant des détachements vers les tanières. Les équipes descendaient par des terrains impossibles, couvertes par des tireurs d'élite martelant la cible. Mais les combats restaient acharnés. Les oursons se battant avec une férocité particulière blessèrent gravement plusieurs krakens. Des broods d'Ormagan surgirent et attaquèrent les soldats impériaux, tandis que des lictors jaillirent des tunnels, frappant avant d'être détruits. Ainsi se déroulèrent d'innombrables assauts. Les Dark Krakens et les tyrannides s'affrontèrent en bataille sanglante à travers les forêts. La campagne s'enlisa en une guerre d'attrition. Là où les Dark Krakens opéraient, l'avance progressait plus vite. Ils tuaient les plus forts et inspiraient les gardes épuisés. Les Primaris, implacables, ou agissaient comme de grands prédateurs des profondeurs, patience, endurance et attaque en moments décisifs. La guerre sur la mort de Banzir ne s'ouvrit pas comme une charge triomphale, mais comme une série d'épreuves, marches ardues, embuscades, nuits sans sommeil et décisions qui saignent l'âme autant que les chairs. Quand la 5e compagnie toucha l'atmosphère, l'air vibrait d'une attente glacée. Les voûtes orbitales crachèrent des escouades, des barges lourdes se posèrent comme des rochers sur la glace, et au sol, des colonnes d'hommes et de machines se mirent en branle sous la lueur blafarde d'un soleil qui ne perce pas souvent la couverture nocturne de Nactis. Le capitaine Kenny Lukaya n'était pas venu pour la dramaturgie. Son visage était une carte de route gelée et de cicatrices. On y lisait la patience du chasseur et l'intuition du prédateur. Il connaissait ces hommes, chacun portant sur sa cuirasse des histoires salées, des crochets de kraken, des dents polies, des marques de bioluminescence dessinées par ses propres mains. Sa tactique était simple et ancienne, traquer, tendre l'embuscade, fermer la mâchoire et attendre que la proie se fatigue. Les premiers jours furent consacrés à sonder la forêt. Les éclaireurs du chapitre remontaient des traces, empreintes de masses carapacées, sentiers oblitérés, odeur âcre de la chair, consommée par des mandibles infinies. Ils suivaient également les pistes des Ursènes, des loups alpha, qui, bien que sauvages, se montraient parfois utiles lorsqu'on savait lire leur langage silencieux. Les Dark Krakens traitaient ces bêtes avec un respect ritué. Elles étaient parentes de la mer selon la culture de Nactis, farouches, adaptatives, et d'un sang chaud quand il le fallait. La rencontre initiale fut brutale. Des moulins de guerre tyrannides, souples et sinueux, surgirent des tunnels comblés et des avalanches de neige, frappant par grappes. Les Dark Krakens répondirent
par une précision chirurgicale, tirs ciblés, attaques en profondeur, les longues portées de certains frères capables de percer l'armure des Ormagans en masse. Les lictors, tapis dans l'ombre des corniches, jaillirent et furent fauchés par des tirs de bolts lourds. Mais la ruche avait appris. Les créatures adaptatives améliorèrent leur stratégie. Elles commencèrent à détourner les Ursènes, à les assimiler et surtout à utiliser la topographie gelée pour tendre leurs propres pièges. Ce fut à Glonhill Valley que le chapitre subit l'un de ses premiers revers sérieux. Sans une nuit que l'on nomma plus tard la nuit des cent horreurs, des essaims multiformes assaillirent les lignes impériales. Les hurlements de créatures, le crissement des carapaces, les éclats de bolts et les détonations de grenades se confondirent dans un chœur sauvage. Les Dark Krakens tinrent. Ils tinrent parce qu'ils étaient entraînés à la chasse longue, à brûler le souffle de l'ennemi par des attaques répétées. Les frères tombèrent, les régiments de la garde ployèrent, mais le chapitre tint la ligne et transforma la vallée en une mare sonore de sang et de glace. On raconta que certains frères, aux bras nus, arrachèrent les mandibules de bêtes titanesques à main nue, comme on arrache une prise au large d'un navire en mer. Les pertes furent immenses. 5 compagnies des Snowhounds du 602 se trouvèrent anéanties, ou à des régiments entiers avalés par des assauts en profondeur. Pourtant, chaque victoire des tyrannides coûtait aussi. Leur soif les poussait à consommer sauvagement et parfois à s'engouffrer dans des pièges préparés par une population locale qui connaissait mieux que quiconque la fragilité de la glace. Les Dark Krakens ne se contentèrent pas de frapper. Ils étudièrent. Le librarian Paranoari cartographiait les schémas d'assaut de la ruche en utilisant ses facultés psychiques pour anticiper les mouvements des essaims. Il liait son esprit au courant froid, sentant comme une seconde mer où nageaient des créatures de pensée brute. Ces visions permirent d'éviter des embuscades et de tendre des contre-embuscades qui infligèrent des pertes sévères à la ruche. Le Techmarine Wari, quant à lui, travaillait à établir une symbiose entre machine et environnement. Des charges frigorifiques adaptées furent positionnées pour piéger des masses de biomasse. Des serviteurs suréquipés déposaient sur la glace des capteurs qui dérivaient avec le courant, repérant des essaims souterrains. Wari se liait, dans ces moments de silence, aux créatures dont il apprenait le rythme. Ce don faisait de lui un atout, mais il payait parfois ce prix en s'éloignant de la fraternité, des expériences psychiques qui le rendaient étrange aux yeux de ses frères. La campagne fut marquée par actions combinées, assault des Dark Krakens pour briser des points clés, tandis que l'Astra Militarum pilonnait en profondeur. L'Aeronautica Imperialis se fit meurtrière. Bombardements incendiaires et salves déchiquetèrent paysages et brouillèrent les lignes ennemies. Mais le froid transforma parfois la munition en piège, bombes qui explosèrent en creusant des tunnels où la ruche se réapparaissait, transformant la bataille en une succession de gouffres fumants. De l'autre côté, des actes héroïques se firent légion. Le capitaine Lukaya se distingua lors de la défense du pompe à Méthane numéro 7, où il mena ses frères à travers tempêtes blanches pour reprendre un poste stratégique. À coups d'épée énergétique et de harpons renforcés, il fendit des bêtes blindées, embrassant la violence comme un geste rituel. Chaque coup exsudait la discipline du chasseur. Sa main gauche était surmontée d'un gant décoré d'un tentacule stylisé. Kraken's Grasp, symbole de son habileté à frapper de loin, et il était célèbre pour sa maîtrise du harpon glacé. Parmi les épisodes les plus terribles se trouva l'assaut sur les installations prométhéennes, là où la ruche espérait extraire biomasse des profondeurs pour accélérer son évolution. Les Dark Krakens et les Deathwatch menèrent une attaque coordonnée. Titans,
chevaliers et équipes de frappe se mêlèrent au fracas. Les combats furent presque cérémoniels, charges de pugnacité, mêlées, explosions. Gibraltar de neige et d'acier s'effondrait, et à l'aube, des colonnes de fumée noire s'érigeaient comme des totems de victoire et de perte. Le chapitre perdit des frères, mais remporta aussi des victoires tactiques qui permirent d'ouvrir des corridors vers les citadelles en construction. Ces corridors permirent le ravitaillement et la réinstallation des défenses cruciales. Cependant, la ruche continuait d'adapter ses créatures. Un jour, des tyrannides furent observés chassant en formation autour d'un meute d'Ursène qu'ils avaient appris à dompter. La créature alpha se retourna, mais ses instincts furent tordus par la biomasse envahissante, et elle devint un agent involontaire, guidant des essaims vers des positions défensives humaines. Le rôle de la Death Watch fut essentiel. Sous la conduite d'Akrépy, des équipes spécialisées opérèrent en profondeur pour éliminer les nœuds d'adaptation de la ruche. Leur expertise de xénosciences permit d'éradiquer Gestalt locales et de verrouiller des gènes SID corrosifs. En conjonction avec les Dark Krakens, ces opérations stoppèrent momentanément l'ascension de certaines mutations tyrannides, donnant un répit précieux pour réorganiser la défense. Seule la guerre prit aussi une dimension culturelle. Les Dark Krakens renforcèrent leurs rites. Chaque victoire se célébrait par un rituel où la peau d'un prédateur marin était offerte, où la bioluminescence des trophées éclairait une nuit dédiée aux morts. Reclusia Zitadan, le chapelain, modela ces cérémonies afin de forger une cohésion qui dépasserait la simple camaraderie militaire. Les chants résonnaient comme des marins en mer, et ces rituels transmis aux novices donnaient l'impression que, même sur une planète étrangère, le chapitre agissait selon ses propres lois anciennes. Malgré le prix payé, la campagne finit par tourner. Une série de manœuvres, harcèlement constant, verrouillage des installations de forage et l'emploi ciblé de munitions adaptatives parvint à stresser la ruche jusqu'à ce qu'elle se retire, laissant derrière elle des carcasses de biomasse en fusion et des tunnels obstrués. Le coup fut lourd, des frères tombèrent, des régiments furent brisés, des villages locaux furent détruits par hasard ou nécessité. Mais la mort de Banzir ne fut pas brisée pour rien. Quand la dernière escarmouche se tut, le chapitre se retira partiellement pour soigner ses morts et ses blessures psychiques. Kenny Lukaya fit un inventaire des pertes, ajusta les rituels et grava des runes sur les armures lézardées. Paranoïri méditait sur les visions qu'il avait reçues, notant la manière dont la ruche avait évolué et comment peut-être l'humanité devait apprendre à penser comme un chasseur pour lutter contre une proie qui désormais savait se transformer. Mais la guerre sur Banzir n'était qu'un front parmi d'autres. La flotte ruche Léviathan continuait à ronger l'espace où elle passait. Ailleurs, des signaux arrivaient, menaces, requêtes et l'ombre toujours croissante de la nécessité stratégique. Les Dark Krakens, bien qu'éprouvés et couverts de trophées sanglants, restaient prêts. Leur art du trac, forgé dans la nuit éternelle de Nactis, s'était révélé essentiel. Patience, observation, frappe décisive. Ils quittèrent la mort de Banzir, porteurs de marques nouvelles, non seulement de pertes, mais d'une détermination qui ferait écho longtemps dans les récits du chapitre. Lorsque la ruche se retira enfin des forêts de la mort de Banzir, il ne fut pas question d'un triomphe sans conséquence. Les Dark Krakens ramenaient des trophées, des survivants pétris de gel et des visions nouvelles, signe que l'ennemi avait changé autant qu'il avait été combattu. Mais il restait un objectif plus pressant, défendre la citadelle prométhéenne, la forteresse industrielle dont la perte aurait laissé la planète vulnérable pour des générations. La citadelle, en pleine construction aux abords de la ville principale, était plus qu'un simple bastion, c'était un symbole. Là se forgeraient les capacités de survie de la colonie. Pompes mécaniques,
réacteurs géothermiques et scaphandres de forage. Si la ruche parvenait à contrôler ces installations, elle pourrait générer biomasse à grande échelle et accélérer son adaptation. Le plan impérial était donc simple, tenir la citadelle à tout prix. La défense ne fut pas un simple empilement de chairs et d'acier. Elle fut une chorégraphie implacable, où Titan tenait l'horizon. Batteries de prométhium fendillaient la nuit, et escouades de snipers tissaient des liserés mortels dans les fourrés. Les Dark Krakens, instruits par des siècles de chasse, prirent des postes de rupture, des points d'observation sculptés dans la glace et des cavernes gelées offrant des lignes de tir naturelles. La première vague ennemie frappa au petit matin quand les étoiles encore meurtries par la nuit se retiraient. Les tyrannides déterminèrent une attaque en ondes, sondes rapides, essaims d'effaroucheurs, puis masse compacte pour submerger. Les colonnes de biomasse firent craquer la glace et enfoncèrent des sillons dans le paysage comme des serpents de chair. Les défenseurs répliquèrent par une symphonie de feu et d'acier. Les titans frappèrent des poitrines monstrueuses, les chevaliers transpercèrent des essaims, et dans chaque ligne, les Dark Krakens frappèrent avec des harpons, des épées énergétiques et une volonté qui semblait animée par la mer elle-même. Le Librarian Paranoari joua un rôle clé. Ces vagues psioniques désorganisèrent des groupes de créatures, révélant des nœuds neuronaux que les équipes techniques purent cibler avec charges spécialisées. Mais ces opérations psychiques n'étaient de pas sans danger. Chaque lien mental coûtait aux frères quelque chose. Migraines fulgurantes, vision d'un océan dépourvu d'humains, souvenirs d'innombrables bouches en train d'avaler. Parfois, après des liaisons trop longues, Paranoari revenait différent, plus silencieux, portant sur son visage une mélancolie d'abysse. Le combat le plus âpre eut lieu aux abords du Grand Pompe, où les tyrannides tentèrent d'atteindre les conduits d'aspiration. Une horde surgit, couvrant des centaines de mètres. Leurs griffes frappèrent comme des faucilles, leurs mandibules broyèrent armures et équipements. Les Dark Kraken, avec l'aide de détachements de la Death Watch, firent face et contraignirent la ruche à un affrontement frontal. L'affrontement déboucha sur ce que les survivants appelleraient plus tard la nuit des hameçons, des frères se balançant sur des harpons, transperçant des chasses colossales, avant de se laisser tomber en arrière, recouverts de sang et de glace. Le capitaine Kenny Lukaya se distingua de nouveau. Dans un acte qui sera raconté comme une leçon de chasse, il mena une petite unité de harponneurs à travers des dédales gelés, contournant des essaims et surgissant derrière les bêtes pour les frapper dans des points vitaux exposés par les tirs de suppression. Sa manière de combiner patience et violence inspira ses hommes. Son harpon, raffiné par des runes de Nactis et équipé d'un câble rétractable, devint une légende sur laquelle des jeunes aspirants composaient des chants. Cependant, le coût humain se paya comptant. Les escarmouches laissaient des zones où la glace semblait absorber le son, des séquences d'armures brisées, des membres arrachés et des serviteurs figés comme autant de statues glacées jonchaient le champ. Les civils, qui avaient espéré un retour rapide à la normalité, s'avérèrent traumatisés. Des enfants ne parvenaient de plus à prononcer le mot « nuit ». Des mères refusaient que l'on ramène des trophées marins dans les foyers. Les chapitres imposèrent des rituels de purification, allumant feu et chants dans des hangars transformés en temples improvisés. Politiquement, la victoire sur la citadelle porta un prix diplomatique. Les forces impériales, ayant évité la catastrophe, attirèrent l'attention d'unités d'investigation plus haut placées, inquisiteurs et magos en tête, qui virent dans les méthodes employées des signes d'une adaptation dangereuse. On les vit noter avec soin l'usage répété des harpons rituels, l'emploi de bioluminescence comme code de signalement et l'intérêt croissant pour l'étude des ursènes.
Ces éléments, bénins à première vue, semèrent la graine d'une suspicion qui pourrait, à l'avenir, justifier des interventions plus strictes. La ruche, quand elle frappa de nouveau, utilisa d'autres tactiques, l'introduction d'unités qui déployaient des spores aveuglantes et des champs d'acide, ainsi que des créatures spécialement adaptées pour ramper sous la glace et faire fondre les cavités. Face à ces innovations, les défenses impériales durent inventer des contre-mesures, boucliers chimiques, charges cryo-stabilisatrices et systèmes de chauffage localisés pour empêcher la fonte. Toutes ces innovations coûtèrent en ressources, mais permirent de sauver des secteurs clés. Dans les moments calmes, les Dark Krakens consolidèrent leur savoir. Le Techmarine Wary organisa des ateliers où les machines prirent des éléments de la ruche pour développer munitions et pièges. On vit des serviteurs hybrides, pas entièrement tyrannides, mais modifiés pour résister au froid, fonctionner côte à côte avec les marines pour accomplir tâches dangereuses, ramasser des glands psychiques pour l'étude, placer charges de fermeture sous la glace et calibrer capteurs. Reclusia Zitadan, le chapelain, fit corps avec ses efforts. Il sculpta de nouvelles litanies, des champs d'acier et de mer qui servaient à apaiser les âmes des frères et des civils. Il fit graver des runes sur des altères et des étendards, mêlant symboles de Nactis et inscriptions sacrées. Ces gestes renforcèrent le moral, mais portaient aussi un danger latent. La foi et la stratégie devenaient intriquées. Les chants qui guidaient les charges retombaient parfois dans des automatismes rituels, et certains jeunes frères semblèrent plus guidés par le rythme que par l'analyse. Le point culminant de la campagne survint lorsqu'un groupement majeur de la ruche tenta une percée directe vers le cœur de la cité, visant à briser le moral des défenseurs. Les forces impériales, épuisées et diminuées, appelèrent une manœuvre désespérée. Une charge combinée où titans, chevaliers et escadrons de Dark Krakens agiraient en tandem. La nuit était tombée, la neige rafraîchissait l'air et les armes électriques lançèrent des arcs bleus dans l'obscurité. Les titans rugirent, leurs pas brisant la surface gelée, et la charge fut menée avec une discipline mordante. La mêlée qui s'ensuivit dura plusieurs heures et coûta des vies des deux côtés. Des titans explosèrent, des chevaliers furent renversés, mais au bout du compte, la percée fut contenue. Les commandants impériaux prirent la décision de pousser la ruche plus loin, harceler ses nœuds de ravitaillement et frapper les couloirs logistiques. Ces actions, menées dans les jours qui suivirent, affaiblirent suffisamment la ruche pour l'obliger à se replier et cesser ses tentatives de conquête de la citadelle. La campagne se conclut sur des notes contrastées. Tactiquement, les impériaux avaient remporté une victoire essentielle. La citadelle tenait. Les pompes et les réacteurs restaient sous contrôle. Moralement, cependant, les coups furent immenses. Les Dark Krakens avaient payé en frères, et la planète portait désormais des cicatrices profondes. Vallées creusées, forêts sapées et rivières de biomasse brûlées. Par ailleurs, si les technologies improvisées et les rituels introduits pendant la campagne laissaient des traces durables dans la culture du chapitre. Avant de partir pour leur réparation et la guérison des blessés, les Dark Krakens organisèrent une veille rituelle. Ils dressèrent les trophées sur des pylônes, écrivirent les noms des morts sur plaques de métal et chantèrent des cantiques d'adieu au bord des falaises glacées. Le capitaine Lukaya, les yeux perdus dans l'horizon, grava sa propre marque sur son harpon, rappelant que la chasse ne s'arrêtait jamais. Elle se renouvelait, se transformait et parfois paraissait réclamer plus que ce qu'elle rendait. La victoire sur la citadelle fut un triomphe amèrement acquis. Pourtant, lorsque la poussière retomba et que les survivants se rassemblèrent pour panser leurs plaies, il devint clair que la ruche n'était pas simplement repoussée, elle apprenait. Les tyrannides avaient absorbé des fragments du monde, des gènes d'Ursène, et avaient adapté leurs tactiques. Les rapports signalèrent des créatures au comportement hybride,
capable d'utiliser les reliefs gelés pour tendre des pièges plus complexes et d'imiter certaines vocalisations des prédateurs locaux. Ce n'était plus une simple horde, c'était une bête en évolution. Le magistère Mezoniki convoqua un conseil où furent présents les hauts gradés. Le capitaine Kenny Lukaya, le chapelain Roklusia Zitadan, le librarian Paranoari, le techmarine Wari, le magos de la Death Watch Akrepi, et des représentants de l'Astra Militarum. Les visages étaient tirés, les cartes jonchées d'annotations indiquaient lignes d'approvisionnement, corridors de repli et nœuds de ravitaillement ennemis. L'objectif était désormais double: empêcher la ruche de stabiliser ses nouvelles formes et détruire ses centres d'adaptation. Pour cela, il fallait frapper là où la ruche puisait sa capacité d'innovation, les nœuds biomatifères et les rigues de forage prométhéens récemment convertis en incubateurs. La première opération planifiée fut la Croisée des Abysses, un raid concerté visant à détruire un réseau souterrain où la ruche semblait transmuter biomasse et fragments d'ursène en unités d'assimilation. La mission combinait infiltration, frappe aérienne et charges ciblées. Les équipes d'assaut de la Death Watch, entraînées à l'analyse xénologique, menèrent la marche, guidées par des capteurs psychiques du Librarian et des données thermiques fournies par les techmarines. L'approche fut silencieuse. La nuit, même ici, avait un goût de métal. À l'aube, le monde s'ouvrit comme une plaie. L'explosion initiale d'un bombardement précis ravagea les lèvres d'une grotte où l'on supposait l'existence d'une couveuse. Les tyrannides répondirent avec une fureur accrue, une marée de créatures surgissant des interstices entre la roche et la glace. Mais cette fois, les impériaux avaient affiné leur technique. Harpons électromagnétiques arrachèrent des essaims entiers hors des tunnels, tandis que serviteurs spécialisés intercalèrent charges neurotoxiques dans les conduits, ralentissant l'évolution au prix d'une contamination chimique locale. Et la croisée coûta la vie à des frères précieux. Des lits d'or trapus, déguisés par le froid, jaillirent des crevasses et s'avancèrent en silence jusqu'à frapper des escouades entières. L'unité de chapelain Zitadan perdit des hommes. Le chapelain lui-même fut grièvement blessé, mais refusa d'être évacué. Il resta, bandé, psalmodiant des cantiques qui, curieusement, semblaient apaiser des serviteurs fracturés par le froid. Le prix payé fut élevé, mais les scientifiques de la Death Watch purent exfiltrer des échantillons précieux. Tissés d'écailles, tyrannides, imprégnés d'acide corporel et d'un gel réticulaire qui se solidifiait au contact de l'air froid. Les analyses révélèrent une vérité inquiétante. Les tyrannides ne se contentaient pas d'imiter les ursènes, ils recréaient des structures neuronales qui, si elles étaient assemblées en masse, pouvaient générer des comportements collectifs plus sophistiqués. En termes plus simples, les essaims commençaient à penser en petits groupes, à coordonner des embuscades et à utiliser des appâts vivants. Pire encore, certains nœuds exposés révélaient la présence d'artefacts biomorphes inconnus, des matrices qui semblaient stabiliser et transmettre mutations accélérées. Face à cette mutation accélérée, les impériaux durent adapter leur doctrine. Les techmarines, sous la houlette de Wari, commencèrent à forger munitions à impulsion cryo-rupturante, conçues pour frapper non seulement la chair, mais aussi la matrice adaptative des essaims. Les serviteurs furent équipés de sondes analytiques qui, lorsqu'elles pénétraient la chair tyrannide, émettaient champs micro-ultrasoniques destinés à faire se rompre les architectures neuronales fragiles. Ces innovations permirent de ralentir l'évolution locale, mais elles vinrent avec un coût éthique pour certains. L'emploi de munitions qui laissaient derrière elles résidus contaminés et écosystèmes morts. Politiquement, la situation se tendit. Des voix montèrent au sein des forces impériales et des autorités planétaires.
Jusqu'où l'on pouvait pousser l'écosystème d'une planète pour sauver l'humanité. Les civils qui dépendaient des mers et des rares pêches virent leurs ressources décliner. Des régions autrefois poissonneuses furent corrompues par résidus biochimiques. Plus d'une fois, des conseils locaux réclamèrent la cessation des frappes chimiques, accusant les Marines et la Death Watch de sacrifier leurs terres. Ceci ne freina en rien la détermination des Dark Krakens. Pour eux, la chasse était un principe absolu. Okeni Lukaya faisait preuve d'une sévérité calculée. Lors d'une réunion stratégique, il déclara « Nous n'avons pas été choisis pour sauver des mers. Nous avons été envoyés pour tuer un prédateur qui dévore des mondes. » Ces mots, dit-on, firent vibrer les colonnes de la forteresse comme le bruit d'une cloche. Les opérations restèrent intenses. Les Dark Kraken menèrent une série d'embuscades orchestrées, repoussant des colonnes tyrannides, piégeant des nœuds d'incubation et travaillant en coordination avec les forces terrestres et aériennes. L'aéronautica intensifia ses frappes low yield, des détonations conçues pour ouvrir des brèches plutôt que pour raser des vallées entières. Les Titans, quand ils étaient engagés, utilisaient des charges localisées et non des salves aveugles, afin de minimiser les destructions collatérales. Cependant, l'ennemi évolua encore. Des tyrannides capables de camoufler leur signature thermique commencèrent à harceler des groupes de ravitaillement. Dans plusieurs cas, des convois furent assaillis par essaims mimétiques qui, après avoir mimé des troupeaux d'Ursène, surgissaient pour dévorer hommes et serviteurs. Les escouades de reconnaissance durent constamment adapter leurs capteurs. Des protocoles anti-illusion furent développés à la hâte. Un événement marquant fut la bataille de l'Échine gelée, où un titan ennemi de conception monstrueusement adaptative, que les rapports appelèrent plus tard la colonne, émergea d'un ravin bardé de plaques organiques associées à mandibules mobiles. Il écrasa une compagnie de la garde, engagea plusieurs chevaliers et réduisit en miettes une colonne de transport avant d'être abattu par une combinaison de tirs de titan et d'une charge autodétonante organisée par un princeps désespéré. Le coup fut vertigineux, mais la destruction de la colonne démontra que, même lorsqu'ils génèrent des formes colossales, les tyrannides laissent derrière eux des reliques adaptatives qui peuvent être étudiées. À mesure que les mois passaient, la campagne se transforma en un duel d'ingéniosité. Les Dark Krakens affinèrent leurs marques rituelles pour incorporer des runes de neutralisation, symboles gravés sur l'acier, imbibés d'encre bioluminescente qui, disait-on, perturbaient temporairement les ondes sensorielles tyrannides lorsqu'elles étaient amorcées par fréquences spécifiques. Ces tactiques, mêlant superstition et technologique, en illustrèrent la façon dont la culture du chapitre se fondait désormais dans ces stratégies. Mais la fatigue commençait à ronger les hommes. Les pertes psychiques du librarian se faisaient plus évidentes. Il se murait parfois pendant des heures, son regard perdu dans des abysses où, disait-on, il voyait des océans de mandibles. Le chapelain Zitadan devint plus austère dans ses admonestations, forçant des veillées de purification qui semblaient parfois frôler l'obsession. Kenny Lukaya sentit la pression. Ses nuits se peuplèrent de visions où il revoyait les pères et frères tomber, jurant en silence de mener le chapitre à travers l'hiver. Alors que l'hiver militaire s'étirait, des nouvelles de loin parvinrent. D'autres fronts, tenus par la Death Watch, signalaient des comportements tyrannides similaires. Le pattern n'était plus localisé. La ruche Léviathan, à force d'ingérer biomasse orque et autres, s'adaptait à grande échelle. Les chapitres présents dans la région furent informés que la situation nécessitait une réponse coordonnée de la flotte et que, peut-être, la solution résidait dans une action combinée à l'échelle du secteur, un nettoyage orbital massif visant à détruire les incubateurs orbitaux que la ruche utilisait pour redistribuer mutations.
Ce fut alors que les Dark Kraken et leurs alliés reçurent l'ordre de tenir encore. Le magistère Mezoniki reçut un message codé de l'amiral en chef. Des classes de croiseurs lourds et des batteries orbitales allaient être réorientées pour frapper, à intervalles calculés, des cibles critiques. Mais ces frappes orbitales ne pouvaient remplacer l'importance du contrôle au sol. Les Dark Krakens devaient tenir les lignes et continuer à affaiblir les capacités adaptatives de la ruche. La campagne, comme une marée mouvante, ne montra aucun indice évident d'une fin proche. Les Dark Krakens savaient pourtant une chose essentielle. Ils chassaient non seulement pour tuer, mais pour apprendre. Chaque tyrannide abattue, chaque nœud détruit, chaque échantillon prélevé constituait une leçon. Et dans l'ombre, les scribes du chapitre consignaient ces leçons, des schémas de chasse et des rituels techniques qui, si l'on en jugeait, étaient destinés à forger une doctrine nouvelle, concatenant science et rite, afin d'affronter une menace qui, désormais, savait se transformer. La campagne atteignit sa pente la plus abrupte, lorsque l'ombre de la flotte impériale se concentra enfin au-dessus de la mort de Banzir. Les rapports stratégiques avaient décrété que la destruction des incubateurs orbitaux et des relais d'échange adaptatifs de la ruche était désormais prioritaire. L'amiral ordonna des frappes calibrées, des salves qui ne chercheraient pas à effacer continents ou cités, mais à frapper les points précis où la ruche consolidait ses inventions monstrueuses. La guerre prit alors une dimension nouvelle, celle d'un duel entre ce qui venait de la surface et ce qui dominait le vide. Les premiers tirs orbitales eurent un effet immédiat et féroce. Des arcs de feu traversèrent les nuées. Des paquets d'énergie compressés percèrent des dômes de biomasse suspendus et de petits incubateurs se consumèrent en gerbes phosphorescentes. Mais la ruche, plus qu'une simple horde, se montra résiliente. Elle redirigea des essaims pour protéger ses nœuds aériens, lança des spores perturbatrices dans l'atmosphère et produisit des créatures volantes nouvelles, membranes battantes et mandibules éthérées, qui transformèrent la haute mêlée en un ballet cauchemardesque. Sur le sol, la riposte de la ruche fut brutale. Les titans étonnaient par leur puissance, mais la ruche tenta d'orienter des satellites de biomasse vers les points faibles des géants. Des colonnes d'organes s'élevèrent, se collant contre les blindages, cherchant à obstruer les systèmes et à dégrader l'électronique par suintements corrosifs. Les chevaliers, harpons à la main, firent preuve d'un courage sans nom pour arracher ces excroissances, tandis que les Dark Krakens, surgissant des crevasses, harponnaient et traînaient les appendices pour que les serviteurs puissent brûler les matrices. Le moment décisif survint près des relais orbitaux connus sous le nom de nœud Carthage. Là, l'amiral adapta une tactique risquée, une charge simultanée en 2 temps, orbitale chirurgicale pour détruire les nids extérieurs et une poussée terrestre destinée à saisir les débris et à empêcher la ruche de réinstaller ses incubateurs. Kenny Lukaya reçut l'ordre de conduire la pointe avancée. Il accepta sans hésiter, conscient que l'opération exigerait d'eux plus que de la discipline. Elle demanderait un sacrifice. La marche vers Carthage fut un modèle d'exécution. Les Dark Kraken se glissèrent entre ravins fumants, guidés par Paranoari, dont les visions, pour une fois, éclairaient plus qu'elles n'obsédaient. Wari plaça des charges cryo-rupturantes à des points précis et la Death Watch prévint les contres de la ruche grâce à des charges d'ébriété neurotoxiques. Mais la ruche put anticiper l'attaque. Des essaims de créatures adaptatives formèrent un rideau vivant. Au cœur même de la mêlée, une construction gigantesque se dressa, une matrice palpitante, nourrie par des reliquats d'Ursène et des carapaces tyrannides consolidées. La bataille qui s'ensuivit fut une cascade de fureur. Les titans poussèrent jusqu'à briser la première rangée d'assaut, ouvrant des corridors de feu.
Les chevaliers se ruèrent en brèche, et les Dark Krakens, harpons en main, s'élevèrent pour frapper la matrice à ses points de tension. Mais alors que la victoire paraissait à portée, la ruche commença une manœuvre ultime. Elle activa des spores massives qui dérivèrent dans les vallées, paralysant capteurs et voix et provoquant hallucinations chez les soldats exposés. Des frères furent vus s'acharner sur des ombres, combattant des chimères d'un froid délirant. Kenny Lukaya eut alors, selon les témoins, la vision qui définira sa légende. Il aperçut, par-delà la tempête de spores, la loge centrale de la matrice, un organique cœur en spirale entouré d'une gangue d'écailles. Comprenant que seule une destruction interne pouvait empêcher la ruche de réparer ses nœuds, il décida d'un acte qui ne connaissait pas le mot prudence: percer, pénétrer, sacrifier. Il prit une poignée d'élus, des harponneurs d'élite, et se précipita vers le cœur. La percée fut un hurlement. Les harpons s'enfoncèrent, les câbles crièrent, des fils organiques furent tranchés. Les compagnons de Lukaya tombèrent un à un. Lorsqu'il atteignit la chambre centrale, il fixa son harpon dans la matière vivante et, dans un acte final, le déploya comme un auteur de rituel, activant un émetteur qu'il avait lui-même gravé de runes. L'explosion qui suivit détruisit non seulement la matrice, mais provoqua un reflux d'énergie qui neutralisa des essaims proches. Lukaya poussa un dernier cri, et ses restes furent emportés dans la gerbe. Les analyses ultérieures montrèrent que sa manœuvre avait irrémédiablement corrompu la capacité locale de la ruche à stabiliser de nouvelles formes, un effet qui prit des années à se dissiper complètement. Le sacrifice de Lukaya galvanisa les troupes. Là où l'espérance s'étiolait, où la colère et la détermination reprirent le pas. Les combats prirent un tour plus méthodique. Les titans, protégés par ingénieurs en armure, purent récupérer des fragments de matrices détruites et envoyer des équipes d'experts pour extraire des données biomorphes. Les Deathwatch exploita les reliquats pour comprendre la logique adaptative de la ruche. Paranoïri fit alors une découverte terrible. La ruche n'était pas seulement une machine à consommer, elle était devenue, à un degré limité, un organisme mémoriel, un réseau qui stockait et partageait des schémas comportementaux. La bataille fut longue et sanglante, mais la superstructure de la ruche fut finalement ébranlée. L'amiral calcula que la combinaison des frappes orbitales et des efforts terrestres avait porté un coup stratégique. La ruche, privée des nœuds de mutation et des relais adaptatifs, perdit la capacité de générer les innovations qui avaient rendu si vicieuse cette campagne. Lentement, les essaims cessèrent de tenter des adaptations complexes et revinrent à des schémas plus primitifs. La pression se relâcha. Pourtant, la victoire n'allégea pas la douleur. Les pertes impériales furent énormes, compagnies anéanties, chevaliers en ruine, titans carbonisés. Les civils, exposés aux résidus biochimiques et aux spores, subirent dépérissements et cauchemars. Les tatous de Nactis, créatures maritimes sacrées, tombèrent malades en masse dans des baies. Des villages furent abandonnés. Les chapelains multiplièrent les rites de purification. Reclusia Zitadan, marqué par ses blessures, prononça des prières que certains avouèrent avoir entendues comme des avertissements. Politiquement, le prix imposa des conséquences. Des enquêtes furent ouvertes. Comment expliquer l'emploi de munitions chimiques, l'extraction d'échantillons biomorphes, l'utilisation d'artefacts récupérés sur la ruche? Des voix à Terra s'élevèrent pour demander des comptes. La Deathwatch rédigea des rapports détaillés. Certaines technologies furent scellées. Paranoïri, épuisé, nota dans ses codex que la guerre avait changé la ruche et que ces changements échappaient parfois à la compréhension humaine. La campagne ne prit pas fin instantanément. Les forces impériales continuèrent d'écraser les points chauds, de purger les poches encore actives et de déployer des équipes pour neutraliser les résidus adaptatifs. La reconstruction débuta lentement.
pompes remises en service, pompes mécaniques réparées, et cliniques érigées pour soigner les afflictions des populations. Mais la mort de Banzir avait changé non seulement par ses paysages ravagés, mais dans la mémoire de ceux qui avaient combattu. Le chapitre rentra sur Nakhtis couvert de trophées, de nouveaux récits de chasse et d'un respect ritué pour les sur-scènes et la mer. Kenny Lukaya devint une légende posthume, chantée dans les veillées et gravée sur des puldrons. Paranoïri, Wari et Zitadan portèrent les marques indélébiles de la guerre, certains physiques, d'autres gravés au plus profond de l'esprit. À l'échelle de l'Imperium, la bataille laissa un écho plus vaste. Les messages envoyés à Terra avertirent que la ruche avait appris et qu'elle possédait désormais des variations adaptatives qui pourraient menacer d'autres secteurs si elles n'étaient pas contenues. Des ordres furent donnés pour renforcer les cordons et pour surveiller les signatures biologiques. Certaines voix demandèrent que les Dark Kraken soient déployés ailleurs, là où leur culture de chasse et leur endurance seraient d'un service indispensable. Cependant, la guerre forge une mémoire contradictoire. Pour beaucoup, la mort de Banzir fut une victoire nécessaire, un triomphe du sang sur la bête. Pour d'autres, elle souleva des questions que le simple triomphe ne résolvait pas. Combien de mondes l'humanité pouvait-elle remodeler avant de perdre son âme? Et lorsque la ruche avait ingéré de l'orque et de l'ursène, quelle part de ces gènes perdurait dans la galaxie? Les Dark Krakens quittèrent Banzir, mais les marques du combat restèrent. Dans les années qui suivirent, à leurs rituels incorporèrent des mémoriaux plus sombres, des veillées où l'on chantait non seulement la victoire, mais la perte de quelque chose d'irremplaçable. La légende de Kenny Lukaya circula parmi les recrues, et les harpons gravés de ces runes devinrent des reliques qu'on serra contre la poitrine lors des serments. Lorsque les derniers tirs orbitaux cessèrent et que les flottes impériales s'éloignèrent lentement de la mort de Banzir, un silence pesant s'abattit sur le monde meurtri. Ce n'était pas un silence paisible, mais un calme saturé de souvenirs, de résidus toxiques et de cicatrices encore fumantes. Les capteurs confirmèrent l'effondrement définitif de la présence organisée de la ruche Léviathan sur la planète. Les essaims survivants, privés de nœuds adaptatifs et de relais mémoriels, se comportaient désormais comme des bêtes isolées, traquées méthodiquement jusqu'à l'extinction. Pour les Dark Krakens, la guerre entrait dans sa phase la plus difficile, celle de l'après. Les opérations de purge finale durèrent encore de longs mois. Des escouades mixtes, composées de primaris, c'est de vétérans de la Death Watch et de détachements de l'Astra Militarum, furent déployés dans chaque vallée, chaque fjord gelé, chaque réseau de tunnels abandonnés par la ruche. Les combats n'étaient de plus des batailles rangées, mais des chasses lentes, étouffantes, où chaque survivant tyrannide devenait une proie traquée dans un monde devenu hostile. Les Dark Krakens retrouvèrent dans cette phase la quintessence de leur culture. Ils ne se contentaient plus de vaincre. Ils observaient, apprenaient, gravaient chaque leçon dans leurs rites et leurs armures. Les trophées changèrent de nature. Là où autrefois ils rapportaient des crocs, des écailles ou des crânes de bêtes océaniques, ils commencèrent à intégrer des fragments chitinés tyrannides, soigneusement purifiés et gravés de symboles rituels. Chaque fragment racontait une victoire, mais aussi un avertissement. Même détruite, la ruche laissait des traces. Les prêtres du Mechanicus arrivèrent en masse. Les forges temporaires, installées près des anciennes plateformes de forage prométhéens, transformèrent les ruines en laboratoires. Des magos biologie, couverts de câbles et dogmétiques, disséquaient les restes tyrannides pour comprendre jusqu'où l'adaptation était allée. Leurs rapports, scellés sous code rouge, indiquaient que certaines souches présentaient des schémas génétiques jamais observés auparavant, une hybridation instable mais potentiellement reproductible dans d'autres systèmes.
Cette découverte renforça la crainte que la campagne de Banzir ne soit qu'un prélude à des horreurs encore plus grandes. Librarian Paranoari fut central dans cette phase. Son esprit, déjà éprouvé par les visions de la ruche, devint un outil stratégique. Par ses pouvoirs, il retraçait les échos psychiques laissés par les essaims. Là où les capteurs échouaient, ses perceptions révélaient des poches de présence xéno, tapies dans les ombres mentales de la planète. Cependant, chaque utilisation de ce don semblait lui coûter un peu plus. Ses frères notèrent qu'il parlait parfois à voix basse, comme s'il répondait à des voix venues des profondeurs. Reclusia Zitadan renforça les rites. Il déclara que la victoire ne pouvait être considérée comme acquise tant que l'esprit des guerriers n'était pas purifié. Des veillées furent instaurées. Les frères se tenaient autour de feux rituels, leurs armures couvertes de symboles bioluminescents, récitant les noms des morts et jurant de porter leur mémoire dans chaque future bataille. Ces cérémonies, à mi-chemin entre tradition naxienne et discipline impériale, forgèrent une nouvelle identité plus sombre encore pour le chapitre. Le Techmarine Wari, quant à lui, se consacra à la réparation et à l'évolution. Les titans endommagés furent lentement ramenés à la vie. Les chevaliers, aux carapaces brûlées et aux membres remplacés, reprirent place dans les hangars. Wari intégra certaines technologies récupérées sur la ruche, sous contrôle strict, dans des systèmes expérimentaux destinés à mieux détecter les signatures biologiques. Bien que ces innovations frôlaient parfois l'hérésie technologique, elles furent autorisées sous supervision directe du Mechanicus, tant la menace tyrannide justifiait des mesures extrêmes. Sur le plan humain, le coût était immense. Des millions de civils avaient fui ou péri. Les villes côtières de Banzir, autrefois animées par la pêche et les forages, n'étaient plus que des carcasses de métal et de glace. Des convois de réfugiés furent organisés, escortés par des unités impériales vers des mondes plus sûrs. Les survivants parlaient de cauchemars récurrents, des océans de griffes, des cieux obscurcis par des ailes chitineuses et des cris qui ne s'éteignaient jamais vraiment. À Nactis, le retour des Dark Krakens fut accueilli par des rites solennels. Les prêtres de la mer et les anciens des clans marins se réunirent pour écouter les récits. Chaque vétéran déposa une offrande dans les bassins sacrés, dents, fragments d'armure, harpons brisés, reliques de frères tombés. Le nom de Kenny Lukaya fut inscrit dans les chroniques du chapitre comme celui d'un chasseur suprême, dont le sacrifice avait sauvé un monde au prix de sa propre vie. Les jeunes recrues, venus des profondeurs océaniques de Nactis, observaient ces cérémonies avec une révérence mêlée de crainte. On leur enseignait que la chasse n'était pas seulement un acte de guerre, mais un pacte avec l'obscurité, que chaque victoire rapprochait l'impérium de la survie, mais aussi de la perte de quelque chose d'essentiel. Cette dualité devint un pilier de l'enseignement du chapitre. À l'échelle galactique, la campagne de la mort de Banzir fut analysée par les stratèges impériaux comme un cas d'école. Les données récoltées servirent à renforcer les cordons de quarantaine, à adapter les doctrines anti-tyrannides et à justifier de nouvelles fondations de forces spécialisées. Pourtant, dans les rapports les plus secrets, certains inquisiteurs notèrent que la ruche avait montré une capacité d'apprentissage inquiétante. Même vaincue localement, elle avait semé des graines de futurs cauchemars. Le chapitre reçut de nouveaux ordres. D'autres fronts appelaient, d'autres mondes tombaient. Les Dark Krakens ne purent s'attarder dans le deuil. Comme toujours, ils reprirent la mer, non pas celle de Nactis, mais celle des étoiles. Leur flotte, marquée par les cicatrices de la guerre, quitta l'orbite dans un silence solennel, chaque guerrier sachant que la prochaine chasse serait peut-être encore plus terrible. Dans les derniers mots consignés dans les archives de cette campagne, Reclusia Zitadan écrivit
Nous avons regardé l'abîme, et l'abîme nous a regardés en retour. Mais tant que nos harpons sont levés et que nos cœurs battent, l'humanité ne sera pas seule dans l'obscurité. Ces mots devinrent un credo, gravés dans les salles du chapitre et répétés par les novices avant chaque déploiement. Ainsi se conclut la chronique de la mort de Banzir, non comme une fin, mais comme une pause entre deux tempêtes. Car dans le lointain futur, il n'y a pas de paix durable. Il n'y a que la chasse, le silence entre deux guerres et l'écho éternel des étoiles englouties.